Et bien voilà, comme vous le voyez sur cette vidéo, je pense que cette fois-ci, on ne va pas y couper. Alors je suis dans une grande enseigne, un Lidl. Alors, c'est une grande enseigne que l'on trouve pas mal en Bulgarie. On a Lidl, on a Kaufland, Billa également. Alors ce sont de grandes enseignes, on va dire, de supermarchés. Comme vous le voyez sur cette vidéo, les prix sont affichés en double monnaie. On a les prix en lève bulgare, qui est la monnaie locale encore aujourd'hui, et en euros. Alors comme une petite affiche le précise à l'entrée de ces magasins, dans le cas fort probable où la Bulgarie, dès le 1er janvier 2026, abandonnerait sa monnaie nationale pour adopter définitivement l'euro, eh bien, on va dire que ces enseignes proposent le double affichage pour habituer les consommateurs. Voilà, pour habituer les consommateurs à commencer à réfléchir en euros. Combien ce produit vaut en lève bulgare et combien vaut-il en euros? Alors, voilà, ça fait de nombreuses années que l'on en parle ici, de cette adoption probable de l'euro. Il semblerait, alors c'est pas encore fait, que dès le 1er janvier 2026, eh bien, ce soit effectif. Maintenant, comme dit, c'est pas encore fait. Comme le précisent ces enseignes, dans le cas probable où, voilà, donc ça peut encore ne pas se faire. Maintenant, dans le cas où ça se fait, il y a quand même plusieurs remarques à faire concernant l'adoption de cette monnaie. Ça va être l'occasion de faire quelques rappels intéressants. Alors, d'ores et déjà, on va poser le tableau par rapport au pays. La Bulgarie, c'est 6,5 millions d'habitants. Sur ces 6,5 millions d'habitants, c'est un pays qui se dépeuple, il faut quand même le dire. C'est officiellement l'économie la plus pauvre de l'Union européenne. Alors on a vu ces derniers temps, bien sûr, une évolution s'opérer. Il y a encore quelques temps, il fallait sortir sa carte d'identité ou son passeport pour pouvoir entrer en Bulgarie, même si on était un ressortissant européen. Et puis, je crois que c'est l'année dernière, il me semble, c'était même plus nécessaire. Voilà, donc on peut entrer en Bulgarie, voilà, les frontières sont ouvertes par rapport aux ressortissants européens. Donc on voit quand même qu'il y a une tendance très prononcée à l'intégration au sein de l'Union européenne. Voilà. Donc l'adoption de la monnaie unique dès janvier 2026, eh bien ça serait, j'allais en dire, le dernier clou dans le cercueil, on ne va pas dire ça, mais ça serait effectivement un step très important dans cette intégration totale au sein de l'Union européenne. Alors il faut quand même relativiser les choses. Déjà, on va poser le tableau par rapport au pays. Déjà, donc la Bulgarie, c'est 6,5 millions d'habitants. Sur ces 6,5 millions d'habitants, il y en a 2 millions à peu près qui touchent une pension de l'État. Alors, c'est pas mirobolant, on est aux alentours de 200 euros par mois, je crois, ou 250, si je ne dis pas de bêtises. C'est quand même très insuffisant pour vivre. Il faut dire quand même que la majorité des Bulgares sont propriétaires de leur propre logement, donc c'est quand même déjà ça. Le coût de la vie ici est quand même très intéressant par rapport au reste de l'Union européenne, ça va de soi. Et l'utilisation, on va dire le coût fixe d'un logement en Bulgarie, c'est quasiment rien. Il n'y a pas d'impôt comme on peut le concevoir nous en France, qui a trait à des impôts fonciers, etc. etc. Donc voilà, il faut quand même relativiser. Ensuite, vous avez un tissu social ici qui est un tissu familial, social qui est très traditionnel. Donc il y a une énorme entraide entre les membres des mêmes familles. Bref, donc il faut quand même relativiser. Ceci étant dit, le salaire moyen, médian, c'est aux alentours de 350 euros. Encore une fois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Le tableau étant posé, on a un pays qui se dépeuple, puisque les Bulgares vont chercher, entre guillemets, bonne fortune à l'étranger, vu que l'économie est assez faible ici. Il n'y a pas non plus de possibilité énorme de développement, on va dire, dans un cadre normal. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui vont tenter leur chance à l'étranger, et puis après, comme dans d'autres pays d'émigration, ramènent de l'argent local ou viennent revivre éventuellement ici. J'avais connu un Bulgare qui avait fait 15 ans de vie aux US. J'en avais connu une autre, d'ailleurs, une Bulgare également qui a vécu une vingtaine d'années aux US et qui était revenue ici en Bulgarie pour travailler dans l'immobilier, par exemple. Voilà. Donc on a un tableau qui est un peu posé. Depuis 1999, la monnaie locale, le lев bulgare, est associé. Il y a un PEG du lев qui est associé à l'euro. Voilà. Donc
Ça veut dire que depuis plus de 20 ans maintenant, on a un taux de change fixe entre l'euro et le leu bulgare. Voilà, grosso modo, vous prenez vos prix, on est à 1,95 je crois et quelques. Donc vous prenez vos prix en leu bulgare et vous divisez par 2, vous avez le prix en euros. Voilà. Donc ce qui fait que effectivement, l'affichage, le double affichage aujourd'hui des prix dans un magasin, bon, ça va aider, on va dire, les Bulgares, mais la mécanique pour faire la transition entre le leva et l'euro, ça va pas être très compliqué. Ça va être moins compliqué que ce que l'on a connu nous en France au tournant des années 2000, où je me souviens que ça a été assez rock'n'roll quand même. Je me souviens personnellement d'un plein d'essence que j'avais fait lorsqu'on était passé définitivement du franc à l'euro. La nana s'était emmêlée les pinceaux, on va dire, pour me rendre la monnaie. J'étais reparti, je m'étais dit non, elle ne m'a pas rendu le change correctement. J'y étais retourné, elle m'avait redonné de l'argent. Bref, j'avais payé mon plein d'essence, enfin je l'avais eu gratuitement au final. Donc il y a eu une phase d'adaptation qui était assez rock'n'roll, on va dire, assez compliqué. Alors imaginez les Français, parce qu'il y avait encore les anciens francs, on parlait encore en anciens francs pour les boomers. Donc voilà, il y a cette phase de transition était assez rock'n'roll. Ici, à mon sens, ça ne va pas être le cas, hormis peut-être les personnes âgées. Mais bon, comme je le dis, le taux de change étant fixe depuis 99. Et avant, il me semble qu'il y avait une sorte de peg entre le leva et le Deutschmark. Voilà. Donc la monnaie, elle n'est pas complètement, on va dire, elle est déjà adossée d'une certaine manière à l'euro. Donc les conséquences ne seront pas les mêmes que ce que l'on a connu nous en France au début des années 2000, hormis ce flottement dont je viens de parler. Ce qu'il faut observer, c'est qu'il y a d'autres conséquences finalement qui sont plus, on va dire, plus macro. Parce que on observe aujourd'hui, par exemple, depuis quelques années, comme partout ailleurs, une grosse inflation. Voilà, il y a certains produits, moi j'ai repéré quelques produits de base qui ont doublé quasiment de tarifs en l'espace de 5-6 ans. Voilà. Alors, mais comme partout ailleurs, parce qu'il y a eu l'épisode du Coco Circus, il y a voilà, l'inflation russe, selon Biden. Voilà, donc je ne vous refais pas l'historique, on sait d'où ça vient. Donc on a déjà une forte inflation ici. Malgré cette inflation, ne serait-ce qu'au niveau des denrées alimentaires, ça reste quand même beaucoup plus intéressant qu'en France, par exemple, où on a une très très forte inflation au niveau des denrées alimentaires, par exemple. Les loyers, tout ça, on n'en parle même pas. Ici, il y a eu une inflation importante au niveau des loyers, avec l'arrivée massive d'Ukrainiens, par exemple. Mais il me semble que c'est essentiellement, là c'est pareil, c'est localisé. Alors à Plovdiv, ça avait augmenté un peu. Mais il me semble que les loyers à Varna, qui est au nord-est de la Bulgarie, donc près de la frontière, pas très loin de la frontière roumaine, là les loyers avaient explosé, puisqu'il y avait évidemment une arrivée massive d'Ukrainiens un peu friqués qui eux ont la possibilité de bouger pour éviter de crever au front sous des balles russes et qui se sont réfugiés ici en Bulgarie. Donc on a déjà une inflation qui est manifeste. On a effectivement des prix immobiliers, et là c'est pareil, on ne peut pas prendre le pays dans sa globalité, il faut voir en fonction des zones. C'est ridicule de réfléchir en termes global par rapport à l'immobilier à l'échelle d'un pays. Il faut réfléchir en termes de zones, il faut réfléchir en termes de biens. Vous avez des formats, par exemple des appartements genre de 2 pièces à Sofia, la capitale, ou dans des grandes villes, qui sont ce que j'appelle des formats. Puisque hormis ça, le marché de l'immobilier ici, on trouve de tout. Ça peut être en fonction de la zone, des ruines à 5 000 € jusqu'à des prix qui sont délirants, qui ne trouveront pas acheteurs parce que c'est du premium et ça ne peut intéresser qu'une catégorie de gens très très infimes qui ont les moyens à un moment donné de sortir l'argent. Ceci étant dit, on a quand même une inflation immobilière qui se manifeste. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y en a ici, il y a des gens ici qui estiment que le passage à l'euro, ça va être très très favorable et ils vont pouvoir faire du fric sur leurs biens immobiliers. Alors, ce que l'on a observé
il y a 20 ans en France, à mon sens, ne sera pas tout à fait reproductible ici. Voilà. C'est-à-dire qu'on a observé dans certains pays le passage à la monnaie unique. Il y a eu une forte inflation. À mon avis, là, ça va continuer. Il y aura forcément une forte inflation. Mais il y a des gens qui anticipent de faire de bonnes affaires. Donc là, à mon sens, ça sera beaucoup moins viable comme raisonnement. Pourquoi? Parce que les tendances lourdes du pays sont de toute façon à une dépopulation et une économie qui sera de toute façon pas non plus hyper florissante. Et pourquoi? Parce que c'est lié à la zone économique, tout simplement. On a un gros problème au sein de l'Europe, au sein de l'Union européenne. On n'a plus d'énergie, on n'a pas d'industrie. Donc voilà, je veux dire, le côté récession touchera de toute façon toutes les économies européennes. Donc espérer pouvoir faire une culbute sur des ruines ou sur des maisons à Tataouine qui feront, je ne sais pas moi, x4, x5 en l'espace de 2 ans parce qu'on a changé de monnaie, c'est à mon sens illusoire. Ça ne les empêche pas d'essayer. Ça ne les empêche pas d'essayer. Donc malgré tout, on est dans un pays où quand vous voulez acheter un bien immobilier, eh bien ça se négocie. Vous avez à la fois des acheteurs qui ne sont pas forcément pressés de vendre parce que de toute façon, le bien ne leur coûte rien. Ils possèdent la terre, l'appartement ou la maison et il n'y a pas de charge comme en France par exemple. Donc vous pouvez vous permettre d'avoir un appartement stocké de la valeur dedans sans forcément mettre un locataire qui va payer les charges, parce que comme il n'y a pas d'impôt, voilà, ils peuvent le garder longtemps, donc ils peuvent mettre des prix délirants. S'ils n'ont pas besoin d'argent, ça peut rester très longtemps. Mais à la fois, en face, vous avez des gens qui ont une capacité d'achat qui reste limitée et qui de toute façon vont négocier. Donc vous pouvez négocier 20-30% du prix en moins par rapport à ce qui est proposé. Moi, j'ai vu des biens dans la périphérie de Plovdiv, par exemple, avec un grand, alors c'est pareil, un truc atypique, voilà, pour ne pas le citer, du côté de Bachkovo, une petite ville à côté de Plovdiv, le bien il a perdu 50% en l'espace de 5 ans, on va dire. Voilà, il était affiché, à mon sens c'est une ancienne manufacture je crois, donc déjà un truc chiant, parce que s'il faut le rénover pour faire des appartes, ça veut dire qu'il y a quand même tout un tas de paperasse à faire pour changer l'affectation du bien. Ensuite il va falloir investir de l'argent là-dedans pour pouvoir rénover. Comme on a eu une inflation très importante au niveau des matériaux depuis le Coco Circus et l'épisode russe en Ukraine, ça n'arrange pas les billes. Puis ça reste finalement malgré tout qu'une petite ville à une demi-heure de Plovdiv. Est-ce qu'il y a le potentiel de loger beaucoup de gens? Est-ce que des gens seraient intéressés pour acheter des apparts ici? J'en suis pas certain. Donc c'est une ruine qui vaut 100 000 euros et poum, elle a été fracassée. On la trouve à 50 000 maintenant. Voilà. Je pense qu'elle ne trouvera pas acheteur non plus à ce prix-là. Donc ça ne les empêche pas d'essayer, mais en face on aura toujours une population, alors hormis quelques teubés qui viendront des pays de l'Ouest et qui auront l'impression de faire de bonnes affaires, mais ça sera parce qu'ils vont se dire « Ah bah tiens, le passage à l'euro, c'est le moment d'acheter des biens en Bulgarie », mais bon voilà, non, parce que depuis 20 ans, encore une fois, la monnaie est adossée à l'euro, donc ça ne change pas fondamentalement. Donc il y aura peut-être ponctuellement des affaires à faire du côté bulgare, des gens qui vont vendre des maisons ou des apparts à des gens qui viennent de l'Ouest, qui n'ont pas visité le pays, qui ne savent pas comment ça se passe et qui croient qu'ils vont faire une bonne affaire. Ponctuellement, il y aura effectivement ce type d'inflation. Mais à mon sens, ça ne va pas aller loin. Ça ne sera pas aussi marqué, par exemple, qu'en Italie peut-être ou en Espagne à une certaine époque. Ceci étant dit, on est quand même dans une phase inflationniste qui continue à monter, mais ce n'est pas exclusivement lié au passage à l'euro. C'était déjà le cas manifeste depuis 5 ans. Et bien sûr, les prix vont continuer d'augmenter. Je ne suis pas persuadé que ce soit le passage à l'euro qui contribue à l'augmentation, encore une fois, des tarifs. Ponctuellement, si, sur l'immobilier, probablement, mais ça va se réajuster, naturellement. Le problème ne se situe pas à ce niveau-là. Le problème se situe plus au niveau macro. C'est-à-dire que, et ça c'est valable pour tous les pays, un pays qui a un bug à un moment donné économique peut rectifier le tir, on va dire redevenir compétitif en dévaluant sa monnaie. Là, ça ne va pas être possible. Voilà. Une fois que vous avez rendu votre souveraineté et vous avez rendu totalement votre souveraineté à une banque centrale, tout va être édicté à Francfort, Bruxelles, machin, vous n'avez plus la possibilité de faire quoi que ce soit. Donc,
la possibilité de dévaluer la monnaie pour pouvoir relancer l'économie, redevenir compétitif, ça ne sera plus possible. Donc qu'est-ce que ça va donner? S'il y a un bug ici en Bulgarie, ça fera comme en Grèce en 2010, ce qui sera probablement le cas aussi en France quand ça va commencer à cogner. Vous aurez effectivement la Banque centrale et toutes les banques, l'IMF aussi, qui intimeront l'ordre au gouvernement bulgare, tout simplement de pressuriser la population. Ça sera la variable d'ajustement. Donc ça veut dire baisser les pensions. Mais bon, là, ça va déjà être un petit peu compliqué vu le niveau. Ça va être augmenter les taxes. Là, il y a un fort levier. Ils peuvent encore augmenter les taxes. Mais bon, dans quelle mesure? C'est toujours pareil, hein, c'est fonction des capacités du pays. Voilà, donc c'est des possibilités qui mettent, et puis surtout la possibilité d'emprunter, d'avoir des facilités d'emprunt. Le pays aura des facilités d'emprunt, et donc vous voyez la couille, hein, bien évidemment, ça va augmenter la dette du pays, qui est pour le coup, là c'est quand même un des points positifs ici en Bulgarie, c'est que le pays est très peu endetté. Donc vous mettez les gens un peu en situation d'esclavage, tout simplement. Donc ça, c'est la tendance globale, de toute façon, de tous les pays européens qui n'ont pas la possibilité d'ajuster leur économie par rapport à la taille de leur économie en rapport avec leurs voisins et de dévaluer la monnaie comme ça se fait naturellement pour pouvoir se réajuster par rapport aux voisins. Voilà, vous êtes prisonnier d'une union monétaire avec une monnaie unique où par ailleurs il n'y a pas de mutualisation des dettes. Et donc, le peuple, dans ce cas-là, fait office de variable d'ajustement, comme je le dis, avec baisse des pensions, augmentation des taxes, etc. etc. Alors, le programme n'est pas réjouissant, hein, mais de toute façon, moi je pensais que ça ne passerait pas à l'euro pour différentes raisons. Pourquoi? Parce que déjà, les banques se gavent ici avec les taux de change. Parce que quand vous changez en leva, en euros, etc., moi j'ai double compte bancaire à chaque fois. J'ai double compte bancaire et à chaque fois que je fais des transferts, on va dire, la banque se gave sur les taux de change. Voilà, il y a des frais à chaque fois. Donc ça, c'est clair. Ensuite, d'un autre côté, je pense que l'oligarchie ici avait quand même tout intérêt à conserver évidemment les deux monnaies parce qu'ils prennent des subsides de Bruxelles. Puis après, ils font leur sauce ici en local. Maintenant, quand vous déportez tout ça à l'extérieur, et c'est un organisme qui gère ça, le droit de regard et le droit de contrôle est beaucoup plus important. Bref, c'est un choix politique. Voilà, alors comment ça va se traduire au niveau personnel ici? C'est toujours un arbitrage à faire, si vous voulez. Le risque, ça va être effectivement une inflation qui va continuer, je le dis bien continuer parce qu'elle est déjà là. Elle va continuer. Sur des biens, on va dire, des achats plus importants, type immobilier, il risque d'y avoir une hausse, mais ça sera ponctuel parce que les capacités du pays, les capacités des locaux également, et le principe de réalité économique globale européen fait que la fête ne sera pas aussi folle que ce qu'elle eût été il y a 20 ans. Voilà. Et ensuite, la capacité d'être mis en esclavage, on va dire, avec le reste de la population, ça c'est quand même assez relatif parce que on a ici une population, comme je l'ai dit plus d'une fois, dans le bordel mondial aujourd'hui, ce qui peut nous protéger, c'est, on va dire, le chaos local, d'une certaine façon. Ce que j'appelle le chaos local, c'est-à-dire la capacité de la population à ne pas suivre aveuglément son gouvernement. Et ça, on est servi ici parce que les Bulgares, de façon globale, ne font pas confiance à leur gouvernement. En l'espace d'un an, il y a je ne sais pas combien d'élections. Voilà, ça change tout le temps. C'est aussi lié à l'histoire. C'est lié à l'histoire locale. Hein. Comme j'ai déjà expliqué, pendant 600 ans, le gouvernement, c'était un ottoman. Après, il y a eu les oligarques qui étaient inféodés à Moscou pendant la période soviétique. Et ensuite, ce sont les mêmes, plus ou moins, qui ont repris le pouvoir sous le vernis démocratique, machin. Donc, un Bulgare, naturellement, dit, bon, vos conneries, voilà. Alors, ça se transcrit
dans les faits, très concrètement, hein. En 2022, ils ont pris d'assaut le Parlement parce qu'ils en avaient ras-le-bol du Coco Circus. Les mecs étaient barricadés à l'intérieur. Donc ça crée un véritable contre-pouvoir à la folie des gouvernements corrompus, hein, de tous bords, c'est pas spécifiquement ici, c'est partout, qui vont suivre aveuglément voilà, ceux qui tiennent réellement le pognon, quoi, les lobbyistes, hein. Donc ça fait un véritable contre-pouvoir effectif. Par ailleurs, donc il y a eu cet épisode du Coco Circus. Ici, le confinement, le vrai, le premier, il a duré 15 jours. Hein. Je rappelle qu'en France, on était à 3 mois, il me semble, hein, je crois. Voilà, vous voyez le rapport. Ensuite, vous avez la dernière réjouissance là, qui est sortie, le traité de l'OMS. Vous savez, en cas de crise, de nouvelles pandémies, les pays, hein, à près de 200 sur Terre, donnent les clés de la bagnole à l'OMS pour implémenter toutes leurs saloperies. Et il n'y a que quelques pays qui n'ont pas signé, quelques pays qui ne sont pas signataires et qui ont dit bah non, nous, on ne va pas se plier à un mouvement global voilà, où on injectera les gens de force, on les confinera, etc., etc. Parmi ces pays, il y a la Bulgarie. Donc c'est quand même assez rassurant, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Donc, l'Eldorado n'existe pas. Le pays magique, comme dans les dessins animés Neverland, etc., n'existe pas. Ça n'est toujours qu'une histoire de compromis. Il faut toujours, lorsque vous vous installez quelque part, déjà avoir cette capacité d'être mobile. Le premier step, c'est de le faire une fois, hein, parce qu'on a toujours des attaches avec le pays d'origine, la famille, les souvenirs, etc. Selon cette citation bien connue, hein, le fait de se sentir étranger dans son propre pays, c'est ça qui est le plus dur. Et quand on voit l'évolution des zones, bon bah voilà, malheureusement c'est comme ça. Donc quand vous l'avez fait une fois, bon, vous êtes capable de le faire plusieurs fois, ça c'est le premier truc. Donc vous avez cette mobilité qui commence à s'inscrire, on va dire, dans votre programmation personnelle. Et ensuite vous faites des compromis. Voilà. Il y a des choses qui sont importantes pour vous, il y a des choses, de toute façon tout ne sera pas positif, tout ne sera pas 100% positif, d'une part. D'autre part, vous n'avez pas une destination qui est the truc qui convient à tout le monde. C'est pas vrai, ça dépend de votre situation perso, de vos aspirations personnelles. Voilà, pour moi les choses qui sont importantes ne sont pas spécialement liées à l'argent. J'ai besoin d'un environnement où je me sente où je puisse jouir de ma liberté de mouvement, où je suis en contact avec la nature, les éléments. Voilà, pour l'instant j'ai trouvé ça ici. Ça ne sera pas le cas d'autres personnes. D'autres personnes préféreront Dubaï par exemple, un environnement beaucoup plus policé, artificiel. Voilà, ici c'est rustique. C'est très rustique. Mais moi ça me convient. Voilà. Et après, bon, je suis mobile aussi, hein, voilà. Donc, effectivement, ce mouvement d'adoption définitif, on n'y est pas encore, hein, on verra ça le 1er janvier, il y a encore d'autres choses qui peuvent se produire et se passer d'ici là, ne fera qu'entériner déjà une situation, comme je le dis, qui est déjà qui va bien dans cette direction, hein, en rappelant tout simplement que la monnaie locale est adossée à l'euro, voilà, à parité de change fixe depuis plus de 20 ans, plus de 25 ans maintenant. Hein, voilà. Mais effectivement, le fait de rendre sa monnaie pour le pays d'un point de vue macro, eh bien, c'est rendre sa souveraineté définitivement. Voilà, ça c'est là pour le coup c'est définitif. Les conséquences perso, bah, écoutez, de toute façon, on est quand même dans un environnement où c'est l'instabilité qui prédomine. La visibilité, on ne l'a pas, donc on navigue à vue, il faut juger sur pièce, et surtout juger par rapport à l'histoire et l'histoire récente, pour la confronter à ce qui est important pour vous et vous dire est-ce que ça va dans le bon sens, est-ce que ça va dans le sens qui m'intéresse. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire à l'heure d'aujourd'hui. Rendez-vous dès début janvier 2026 pour voir si effectivement dans ces fameuses grandes enseignes qu'on fréquente tous, on n'aura plus qu'un seul tarif affiché en euros ou pas. Voilà. À suivre. Allez, je vous dis à plus.